la Mandchourie, au nord-est de la Chine. De l'autre côté de cette rivière gelée, la Corée du Nord, pays le plus fermé du monde. Sur la rive, des gardes-frontières nord-coréens patrouillent en permanence. Impossible de traverser sans risquer de se faire tirer dessus. La Chine et la Corée du Nord veulent cacher ce qui se passe réellement dans cette zone. Nous allons vous le montrer. Un Chinois dont nous ne pouvons révéler l'identité nous entraîne à découvert jusqu'au milieu de la rivière, mais pas plus loin. Une silhouette se dessine peu à peu. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadavre? C'est une Nord-Coréenne? Évidemment qu'elle vient de Corée du Nord. Elle n'a pas de chaussures. Cette femme a tenté de fuir vers la Chine. Elle a été prise pour cible par des gardes-frontières nord-coréens. Elle est tombée dans la rivière. Elle devait courir pour leur échapper. Elle est tombée dans l'eau. Elle est morte noyée. Comme cette femme, chaque mois, des centaines de désespérés tentent de fuir la Corée du Nord, une des pires dictatures de la planète. Ils vont risquer leur vie pour tenter de rejoindre clandestinement la Corée du Sud. Pendant plus d'1 an, nous avons enquêté sur ces réfugiés nord-coréens et nous avons filmé secrètement un groupe de fugitifs tout au long de leur périlleux voyage vers la liberté. À la tête de la République démocratique populaire de Corée du Nord, Kim Jong-il, un dictateur qui finance son programme nucléaire en affamant son peuple. En Corée du Nord, les journalistes étrangers sont interdits. Ces images ont été tournées clandestinement il y a quelques années par des Nord-Coréens. Dans le pays, la situation est dramatique. Sur les marchés, on ne trouve presque plus rien à manger. Il y a 10 ans, une famine a fait 2 millions de morts. Aujourd'hui, l'histoire se répète. Pour manger, ces enfants fouillent les poubelles. La situation est telle que certains sont prêts à tout risquer pour fuir le pays. Mais il est impossible de s'évader en passant directement en Corée du Sud. Cette frontière-là est infranchissable. C'est la DMZ. Un no man's land de 248 km de long sur 4 de large, où depuis 50 ans, les armées des deux pays frères se font face. De chaque côté, des champs de mines et des miradors. Côté nord-coréen, 700 000 soldats sont massés le long de la frontière. Côté sud, ils sont 410 000. Pour les fugitifs, une seule solution, passer en Chine par la frontière nord, traverser le pays jusqu'au Laos, pour finalement atteindre la Thaïlande, le seul pays d'Asie du Sud-Est qui laisse les réfugiés nord-coréens rejoindre Séoul. Un détour de 10 000 km. Nous sommes en Chine, sur les berges de la rivière Tumen. Nous avons rendez-vous avec un passeur nord-coréen. Pour faire traverser les fugitifs en toute sécurité, il a acheté la complicité des gardes-frontières. Ce soir, il doit faire passer une femme. Nous filmons la dérobée. Dans un froid glacial, le passeur émerge de l'obscurité. Il arrive de Corée du Nord. Il est nu, il a emballé ses vêtements dans un sac en plastique pour qu'il reste sec afin de ne pas se faire repérer lorsqu'il retournera chez lui. Il est manifestement seul. La femme qu'il devait faire passer n'était pas au rendez-vous. Je devais venir avec une femme. On avait rendez-vous. On devait se revoir à 10 h du soir. On avait rendez-vous chez l'officier de garde. Elle n'est pas venue. Sur la route, il y a beaucoup de postes de garde. Je ne sais pas si elle s'est fait arrêter. Mais l'homme n'est pas venu les mains vides. Nous découvrons que cette rivière est le théâtre de tous les trafics. Mais je suis venu avec quelque chose. Je l'ai mis dans ma bouche. Je ne voulais pas le mouiller. Montre-moi ça. Qu'est-ce que c'est? C'est de la drogue. Quelle sorte de drogue?
C'est de l'héroïne. C'est le gouvernement qui la fabrique. Et après, ils la revendent au marché noir. Il y a beaucoup de trafiquants qui se font de l'argent. Fais voir. Je vends par 500 grammes minimum. J'ai 1 kilo. Chez toi? Oui, j'ai 1 kilo chez moi. C'est 15 000 $ le kilo. Tu veux être payé en dollars? Oui, Il y a beaucoup de drogués en Corée du Nord. oui, ça s'est généralisé. C'est le gouvernement qui contrôle le trafic. Le passeur nous révèle que la dictature de Kim Jong-il contrôle un vaste trafic de stupéfiants. En janvier 2007, un rapport du Congrès américain estimait que le trafic de drogue en Corée du Nord représentait 1 milliard de dollars par an. Dans le pays, la corruption est manifestement généralisée. Celui qui m'a laissé passer, c'est un officier supérieur, un capitaine. Grâce à lui, j'ai pu traverser la rivière. Tu l'as payé pour passer? Non, j'ai pas encore payé. On paye au retour. Combien tu payes? C'est 500 yuan l'aller-retour. Trafic de drogue, mais aussi d'êtres humains. Nous découvrons que le passeur vend les femmes qu'il fait traverser. Une femme, je la vends 6 000 ou 7 000 yuan quand elle est de bonne qualité. Tu veux dire si elle est jolie? Oui, c'est ça. Sinon, c'est 3 000 yuan. Quand est-ce que tu amènes une autre femme? Écoute, je sais pas, dans une semaine, 10 jours, je pense que ce sera bon. Un rendez-vous est pris pour la semaine suivante. Le passeur retourne en Corée du Nord. Une dizaine de jours plus tard, retour sur les berges de la rivière Tumen. Au milieu de la nuit, le passeur fait traverser une femme. Je les vois bien. Ils traversent. Ils sont encore loin. Côté chinois, un homme s'approche, c'est un proxénète. Ils traversent. Ils sont presque au milieu. Ça s'est bien passé. Ils ont réussi. Comme la majorité de celles qui traversent, cette femme croit avoir payé un passeur pour venir en Chine. Elle ne sait pas qu'elle vient d'être vendue comme prostituée. Quel âge as-tu? J'ai 25 ans. Comment tu t'appelles? Hansil. C'est Unsil? Oui. Mets tes habits, il fait froid. Désormais, Unsil va devoir travailler pour le proxénète chinois. Pour la libérer, nous payons la somme qu'il réclame, 500 €. Tu peux compter? Il y a 5 000 yuan. 5 000 yuan? Vas-y, compte. 24, 25, 26. Il ne faut pas s'attarder. Nous emmenons Unsil dans notre voiture. Si la jeune femme était prête à tout pour venir en Chine, c'est parce que chez elle, c'est la famine. Ma mère est devenue aveugle petit à petit parce qu'elle n'avait pas assez à manger. Il n'y a rien à manger là-bas. Elle est devenue aveugle. La jeune femme ne tient pas à être filmée. Elle a peur de se faire repérer à cause de la caméra. Nous roulons pendant 50 km et nous la quittons à Yanji, la ville chinoise la plus proche de la frontière. Dans la région, il y aurait près de 300 000 clandestins nord-coréens. Les 2 tiers sont des femmes. Elles se prostituent souvent dans les salons de massage de la ville. La preuve, en caméra cachée. Il y a des Coréennes ici? Oui, elles sont là. Venez, j'ai 2 Coréennes. Elles sont juste là. Est-ce que tu viens de Corée du Nord? Oui, je viens de Chunjin. À l'autre bout de la ville, une réfugiée nord-coréenne a échappé au proxénète. Elle est arrivée ici il y a 6 mois. Elle s'appelle Kim Lin. Elle vit recluse dans un petit 2 pièces avec son fils de 15 ans et sa fille, Eun-hee, 23 ans. Kim Lin travaille à domicile. Elle vend ses charmes sur Internet. Kim Lin et ses enfants ne sortent de l'appartement que pour acheter de quoi manger. En ville, à cause de leur accent nord-coréen, ils risquent à tout moment de se faire dénoncer.
Dans la région, la police chinoise traque les clandestins et les reconduit en Corée du Nord. Là-bas, ils subissent le sort réservé aux traîtres. En Corée du Nord, les soldats sont sans pitié avec les fugitives, surtout quand elles sont tombées enceintes en Chine. Il y avait une femme qui était enceinte de 7 ou 8 mois. Elle vivait avec un Chinois. Les gardes nord-coréens lui donnaient des coups de pied dans le ventre. Ils disaient qu'elle portait un enfant étranger. Je ne pense pas qu'elle ait réussi à accoucher. Ils l'ont frappée si fort. Après plusieurs mois de prison, Eun-hee a réussi à revenir en Chine et elle n'a plus qu'une idée en tête, rejoindre la Corée du Sud. Sur Internet, elle a pris contact avec un réseau qui organise les évasions. Une adresse bien connue des réfugiés. Séoul, la capitale du Sud. C'est là que vit l'homme que Eun-hee a contacté via Internet. C'est un pasteur sud-coréen. Conservateur et chrétien évangéliste, Chun Ki-won est responsable du réseau Duriana, une organisation qui a déjà fait sortir plus de 600 réfugiés nord-coréens. Pour bénéficier de son aide, ils ont accepté de se convertir au christianisme. Tous les jours, sur son ordinateur, le pasteur reçoit des dizaines d'appels à l'aide lancés depuis la Chine. Chaque année, il fait évader une centaine de Nord-Coréens. Je reçois les SOS par mail, mais aussi par fax. On m'appelle sur mon portable. Pour chaque voyage, nous mobilisons une vingtaine de membres du réseau. Nous n'avons pas seulement des missionnaires en Chine ou en Corée du Sud, mais aussi en Birmanie, au Laos, au Cambodge et en Thaïlande. Leur évasion, les réfugiés la financent eux-mêmes, environ 2 000 € par personne. L'argent est réparti entre les missionnaires pour payer les passeurs et le voyage. En Corée du Sud, le pasteur est l'objet de critiques. Certains l'accusent de s'enrichir sur le dos des réfugiés nord-coréens. On raconte que je me fais beaucoup d'argent, mais ni le gouvernement sud-coréen ni les Américains ne nous aident. Personne ne nous aide. On n'a pas de subvention. On vit grâce aux dons des particuliers. On ne reçoit pas beaucoup d'argent à la fois. On n'est pas bien riche. Je ne suis pas propriétaire d'une maison. Je vis dans un petit appartement avec toute ma famille. Son engagement, Chun Ki-won l'a payé au prix fort. En 2002, il a été arrêté en Chine avec des réfugiés qui l'accompagnaient. Il a fait 8 mois de prison. Quant aux réfugiés, ils ont été reconduits en Corée du Nord, où certains furent exécutés. Retour chez Eun-hee. Cette fois, c'est son tour de partir pour la Corée du Sud. Elle a le droit d'emmener un seul bagage, ce petit sac à dos. Je bourre bien les poches du sac. Si je dois courir, je dois pouvoir attraper mon sac facilement. Si le sac est mal fait, je ne pourrai pas courir assez vite. Tu crois que tu vas devoir courir? Qui sait quand il me faudra courir? Je cours vite. Je sais qu'il va falloir marcher, mais il y a une chose qui me fait vraiment peur. Ici en Chine, ils ne respectent pas les droits de l'homme. Si on se fait prendre, ça va être un gros problème. C'est ça qui me fait peur. Dernière photo avec son petit frère et sa mère. Eun-hee est la première à partir. Sa famille la rejoindra, si tout va bien. Eun-hee va maintenant quitter Yangji, direction Pékin. Ensuite, elle doit traverser clandestinement la Chine et le Laos, objectif Bangkok en Thaïlande. À tout moment, elle risque d'être arrêtée, expulsée en Corée du Nord et exécutée. Un voyage de 5000 km qui doit durer 10 jours. Si elle réussit, elle s'envolera pour la Corée du Sud, le pays de la liberté. Eun-hee quitte sa mère et son petit frère. Elle ne sait pas si elle le reverra un jour. Je ne vais pas sortir dehors avec toi. Sois prudente. Et surtout, si ça tourne mal, prends la bonne décision pour t'en sortir. On est avec toi. On ne se dit pas adieu, d'accord? Fais attention. Je garderai vos conseils au fond de mon cœur. On va se revoir le plus vite possible.
Fais attention, grande sœur. Une fois dans la rue, elle rappelle sa mère pour lui parler une dernière fois. Je t'ai pas bien dit au revoir. Pardon pour toutes mes bêtises. Tout va bien se passer. Ne t'en fais pas pour moi. Prends soin de toi. Maman, je pourrais plus téléphoner. Je vais raccrocher. Adieu, maman. À partir de maintenant, Eun-hee est prise en main par le réseau du pasteur Chun Ki-won. Des missionnaires chrétiens qui préfèrent ne pas se laisser filmer. Direction Shenyang, une ville de 7 millions d'habitants à l'ouest de Yangji. Après 7 heures de route, un quartier résidentiel de la ville. Le missionnaire nous amène dans un appartement, une planque où se cachent déjà d'autres réfugiés. Une jeune femme nous ouvre la porte. À l'intérieur, une dizaine de Nord-Coréens qui attendent de partir pour Séoul. Une majorité de jeunes femmes. Certaines d'entre elles ont encore de la famille en Corée du Nord. Elles veulent garder l'anonymat. Il y a aussi un petit garçon de 10 ans. Il s'appelle Min-chul. Tous les jours, il téléphone à sa mère. Elle a déjà réussi à passer en Corée du Sud. Il doit la rejoindre. Cela fait plus de 3 ans qu'il ne l'a pas vue. Je vais venir te retrouver. Sois très prudent, mon petit. Au revoir. Min-chul a été élevé par un oncle. Son père était passeur à la frontière nord-coréenne. Tu as toujours ton père? Mon papa, il est mort parce qu'il avait fait quelque chose de mal. Quelque chose de mal? Oui. Je peux te demander ce qu'il a fait? Oui. Mon père, il vendait des gens. Comment? Il vendait des gens. Il vendait des gens? Oui. Quel genre de gens? Je ne sais pas. Il était soldat? Non. Il était quoi? C'était un bandit. Il est mort en traversant la rivière? Il est mort dans la rivière. Min-chul est caché ici depuis 1 semaine. C'est son oncle qui l'a amené au refuge. Le petit garçon ne connaît aucun des adultes avec qui il va partir. Dans une autre chambre, un couple vient tout juste d'arriver avec son petit bébé de 3 mois. Ils ont fui la Corée du Nord pour échapper à une lourde peine de prison. Quand j'étais en Corée du Nord, je travaillais, mais je ne recevais jamais de salaire. Alors j'ai protesté et j'ai fait grève. Ils voulaient me jeter en prison. Ils voulaient m'envoyer dans un camp pour ça. Des policiers m'attendaient devant chez moi. C'était pas trop dur de traverser la rivière avec le bébé? J'avais surtout peur de me faire prendre avec lui. Le départ est prévu pour demain matin. Mais le couple n'a pas encore réuni tout l'argent nécessaire pour partir. Ils vont devoir attendre quelques semaines de plus. Dernier repas en commun. Nous sommes à quelques heures du départ. La tension monte, on prie, on tente de se rassurer. Bible en main, la responsable du refuge donne les dernières consignes. Le plus important, ne jamais attirer l'attention. Désormais, la moindre erreur pourrait leur coûter la vie. Même si vous vous connaissez bien, vous devez faire comme si vous ne vous connaissiez pas. Vous comprenez? Tu connais cette personne? Non. Alléluia. Faites attention au petit, il sera sage. Et toi, Min-chul, tu dois écouter tout ce que te disent tes tantes. Oui. Quand vous voyagez en bus ou en train, ne parlez pas. Si vous parlez, vous allez attirer l'attention des gens autour de vous. Soyez sur vos gardes. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Si un malheur vous arrive sur la route, vous ne devez pas parler aux autres. Vous êtes responsable de vous-même. Sinon, on se fera tous prendre. Le lendemain matin, le jour n'est pas encore levé. Les réfugiés se disent adieu, en silence,
pour ne pas alerter les voisins. Un groupe s'en va, les autres restent. Ils partiront plus tard. Le groupe de Minchul part en premier. C'est avec lui que nous allons tenter de rallier la Thaïlande. Les réfugiés prennent d'abord un bus qui roule toute la nuit. Au petit jour, arrivés dans la capitale chinoise. Les réfugiés ne connaissent pas la ville. Ils ont 2 heures pour trouver la gare et courir attraper le train pour Kunming, la grande ville du sud. Pour filmer sur le quai, nous nous faisons passer pour des touristes. Les réfugiés sont maintenant installés dans le train. Eun-hee, Minchul et les autres femmes du groupe. Le voyage devrait durer 38 heures. Un périple clandestin de 2500 km à travers la Chine, avec à chaque instant la hantise de se faire arrêter. Pour ne pas se faire repérer, les Nord-Coréens se dispersent dans les wagons. Nous filmons en caméra cachée. Voilà Minchul. S'il dit le moindre mot, les autres voyageurs autour de lui peuvent le dénoncer. Le danger est partout. Dans chaque wagon, un contrôleur qui peut poser des questions. Une autre réfugiée nord-coréenne a rejoint le groupe. Elle a 63 ans, elle s'appelle Lin Park et elle n'ose pas bouger de sa place. Une autre essaye de se réfugier dans les toilettes. Dans le train, la police est partout. Un jour et une nuit plus tard, arrivé en gare de Kunming. Le groupe va être pris en charge par un nouveau passeur. Les fugitifs montent dans une voiture, direction la frontière laotienne, à 500 km au sud. Une fois dans la voiture, ils peuvent enfin parler. Cela fait 2 jours qu'ils n'ont pas dit un mot. S'il m'attrape, je me suicide. J'ai tellement peur. Comme les autres réfugiés, Eun-hee a pris avec elle une dose d'opium. Si elles se font prendre, elles ont prévu de se suicider plutôt que de retourner en Corée du Nord. Quand je suis montée dans le train, j'ai eu peur au moment des contrôles d'identité. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si je m'étais fait arrêter. Grâce à Dieu, jusqu'ici tout va bien. Même là, je suis morte de peur. On ne sait pas ce qui peut encore arriver. La frontière avec le Laos est toute proche. Nous volons quelques images. La sécurité a été renforcée. Ces derniers mois, les arrestations se sont multipliées. Impossible de passer par là. Pour traverser, une seule solution, la jungle, avec un nouveau passeur, Kim Jin. Il vient à peine d'arriver, mais il accepte de nous parler. Son prédécesseur s'est fait arrêter 1 mois plus tôt. Il s'est fait arrêter à Kunming. Il a été condamné à 7 ans de prison. Si on est arrêté en Chine, vous savez, les Chinois sont sans pitié. Ils vous condamnent très lourdement. Récemment, près de 8000 Nord-Coréens ont été arrêtés. C'était pendant les Jeux Olympiques. Ils ont fait du zèle à ce moment-là. Kim Jin vivait en Corée du Nord. Il a passé 3 ans dans le camp de rééducation le plus dur du pays. À peine libéré, il est parvenu à s'enfuir pour Séoul. La Corée du Nord me fait honte. Là-bas, si tu veux vivre libre, c'est le pire endroit du monde. Je pense que vous pouvez l'imaginer. À cause de tout ça, j'ai décidé de m'enfuir. Maintenant, ma mission, c'est de sauver des gens. Moi, j'ai décidé de sacrifier ma vie à cette cause. Le passeur retrouve le groupe dans un abri où ils vont attendre la nuit pour pouvoir traverser la frontière. Pour l'instant, on attend. On a 90% de chances que ça marche. D'abord, le passeur chinois va partir seul. Ensuite, il va revenir. On doit attendre encore
environ 8 heures. Certains se feront peut-être prendre en traversant la frontière. Certains arriveront peut-être à revenir ici. Mais les autres doivent passer de l'autre côté. Vous avez eu de la chance jusqu'ici. Ne vous inquiétez pas. Il est maintenant 1h du matin. Dans quelques minutes, c'est l'heure du départ, mais Kim Jin ne sait pas encore exactement par où il va passer. C'est très risqué de traverser la frontière. Il faut trouver la bonne route pour ne croiser personne. Et bien sûr, toujours de nuit. Maintenant, il faut y aller. Distribution des rations de riz. La traversée de la jungle peut durer plusieurs jours. Dans le minibus, les visages sont crispés. Une terrible marche les attend. La jungle laotienne est l'une des plus sauvages d'Asie. Dans le secteur, les gardes frontières patrouillent jour et nuit. Il faut passer coûte que coûte au Laos sans se faire repérer. N'ayez pas peur. Il reste une seule patrouille à éviter, après on sera tranquille. Il faut que tout se passe bien, alors attachez bien vos chaussures. Si tout va bien, dans une dizaine d'heures, Lin Park, Eun-hee et les autres seront au Laos. Le passeur prend la tête du convoi. On va bientôt éteindre les lampes de poche. Pour se rassurer, tout le monde se tient par la main. Mais dans le noir et sans GPS, difficile de trouver son chemin. Au bout de 3 heures de marche, le groupe fait une pause. Les gardes frontières ne sont pas loin. Si on va par là, il y a des gardes frontières. Si on prend l'autre itinéraire, il n'y aura personne. Mais c'est plus long. Mais même si on est tous fatigués, il faut quand même prendre l'itinéraire le plus long. Il y a une rivière, mais ça va aller. Maintenant, il va pleuvoir, la marche va devenir difficile. Difficile ou pas, il faut passer. Dans l'eau, les pierres sont glissantes. Notre caméraman va tomber à l'eau. Le lendemain matin, à l'aube, Min-chul et ses compagnons sont toujours au cœur de la jungle. Notre caméra est trop humide, elle tombe en panne. Nous utiliserons désormais une caméra de secours. Il est 6 heures du matin, tout le monde se repose et pense ses plaies. Les pieds en ce moment, c'est ce qu'ils ont de plus précieux, car la route du Laos est encore longue. Sans attendre plus longtemps, les fugitifs reprennent la route. Le chemin s'enfonce maintenant au plus profond de la jungle. Le groupe va marcher encore 8 heures. La frontière avec le Laos, c'est cette petite rivière. Min-chul marche avec difficulté. Ses vêtements sont en lambeaux. Cette fois, ça y est, ils sont enfin au Laos. Après 36 heures de marche, ils parviennent au lieu de rendez-vous. Il était temps. Le petit va bien? Il est fatigué. Il est si petit. Il nous reste des provisions? Non, vous avez tout mangé. On va plus tenir très longtemps. On n'a plus d'eau. Le guide laotien n'est pas encore arrivé. Encore quelques minutes de patience et tout à coup, le feu vert est enfin donné. Min-chul se précipite. Un minibus les attend. Il faut faire vite. S'ils se font arrêter, ici aussi, ils seront expulsés vers la Corée du Nord et risquent l'exécution. Ils sont au Laos, mais ils ne sont pas encore libres. Il leur reste encore plus de 1000 km à parcourir avant d'arriver à Bangkok, capitale de la Thaïlande. Un réfugié sur 2 seulement arrive au bout du voyage. On pourrait croire que c'est une question de chance, mais nous sommes entre les mains de Dieu.
Bien sûr, s'il y avait des accords entre la Corée du Sud et les Chinois ou les Laotiens, par exemple, on aurait 100% de réussite. Mais dans ces pays, nous sommes pourchassés. On ne sait jamais si on va se faire arrêter. C'est la roulette russe, on se fait prendre ou on passe sans problème. 5000 mètres plus bas, la jungle laotienne que les réfugiés viennent de franchir au péril de leur vie. Une épreuve que le pasteur n'évoque pas toujours à l'avance devant ses protégés. On ne donne pas les détails à l'avance. Vous savez, quand il faut sauver sa vie, même un enfant de 10 ans ou une femme de 63 ans peuvent y arriver. Dans les situations les plus difficiles, on a l'instinct de trouver les ressources nécessaires pour y arriver. Au Laos, le périple continue. Encore une journée et une nuit de route avant d'arriver à la frontière thaïlandaise, si tout va bien. Les réfugiés se font désormais passer pour des touristes sud-coréens. Épuisés, ils décident de faire une pause dans un restaurant. Minchul est malade. Sa gorge lui fait mal quand il essaye d'avaler. Mange. Ne pleure pas. Oh, c'est bien. Garde-en pour plus tard. On va le nourrir doucement, petit à petit. Je suis tombée plus de 10 fois dans l'eau. C'était profond. Je pouvais plus marcher. J'avais très mal au rein. Je pensais pas y arriver. C'est grâce à elles que j'ai réussi. Moi, j'en pouvais plus, mais elles ont porté mon sac. Je pouvais pas y arriver toute seule. J'ai pensé à me suicider. J'ai jamais vécu quelque chose d'aussi dur. Je dois survivre, je fais ça pour mes enfants. Si je meurs, je ne reverrai plus mes enfants. Heureusement, j'ai eu la force d'arriver ici. La nuit tombe, le minibus repart. Une dernière épreuve les attend, à 50 km de là, la traversée du Mékong. C'est le fleuve qui marque la frontière avec la Thaïlande. Un nouveau passeur arrive. Eun-hee descend la première. Encore quelques pas avant d'atteindre la frontière, le Mékong. De l'autre côté du fleuve, les lumières de la Thaïlande, la liberté est toute proche. Ce bruit, c'est celui d'une pirogue à moteur, une patrouille laotienne qui passe à une dizaine de mètres du groupe. Les réfugiés attendent que l'alerte soit passée. Le danger s'est éloigné, il faut embarquer sans perdre de temps. Attention, par ici, par ici. Par où? 2 par 2. Mais tu es bête. Asseyez-vous dans la barque. Dépêche-toi. Asseyez-vous, j'ai dit assis. Notre pirogue file maintenant vers la Thaïlande, à quelques dizaines de mètres, la liberté. Descendez, un par un. Cette fois, ils sont en Thaïlande. Ils ne risquent plus leur vie. Encore 5 heures de route jusqu'à la gare la plus proche. C'est là que le pasteur Chun Ki-won les attend. Eun-hee et ses camarades ne réalisent pas encore qu'elles sont libres. Leurs visages sont tendus, les traits tirés. Le pasteur compte ses ouailles. Ce n'est qu'une fois dans le bus qu'elles vont laisser enfin éclater leur joie. Direction Bangkok,
la capitale de la Thaïlande. Sur place, tout le monde est logé dans cette maison louée par le pasteur. Après la prière, Min-chul rassure sa mère qui l'attend à Séoul. Je suis arrivée. Je suis arrivée. Je suis bien arrivée. Lin Park, elle, appelle ses enfants. Ne vous inquiétez plus, d'accord? Oui, je suis heureuse d'être enfin arrivée. Je suis à Bangkok, en Thaïlande. Maman, je suis désolée. Tu t'es pas fait trop de mauvais sang? Merci pour toutes tes prières. Grâce à elle, je suis arrivée jusqu'ici. Tu arrives quand à Séoul? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Maman, je vais raccrocher. Ça coûte cher. Maintenant que je suis là, les souvenirs reviennent. Je suis sûre que les autres sont comme moi. Certains souvenirs sont insupportables. Le lendemain matin, les jeunes femmes se disent adieu. En 10 jours, elles se sont liées à vie. On reste en contact. Ensemble, elles ont parcouru 5000 km, bravé la police chinoise, les gardes frontières, la jungle et les délateurs. À présent, elles partent par petits groupes vers l'ambassade de Corée du Sud pour y demander l'asile politique. Eun-hee est nerveuse, mais elle n'a rien à craindre. La Corée du Sud accepte tous les réfugiés nord-coréens qui se présentent à l'ambassade. Avec ses camarades, Eun-hee entre enfin en territoire sud-coréen. Comme elle, en 2008, 2770 Nord-Coréens ont réussi la grande évasion jusqu'à Séoul. Séoul, quelques mois plus tard. Les réfugiés vivent aujourd'hui dans une mégapole ultramoderne de 10 millions d'habitants. Ils ont été pris en charge par les autorités sud-coréennes. Ils ont passé 2 mois dans un centre éducatif interdit aux caméras pour y apprendre à vivre dans une société de consommation moderne avec carte de crédit et centres commerciaux. Le petit Min-chul vit aujourd'hui dans cet immeuble où il a retrouvé sa maman. Regarde, c'est moi qui l'ai fait. C'est de la pâte à modeler. Sa mère travaille à mi-temps, l'État l'aide à payer son loyer. Aujourd'hui, Min-chul mène la vie normale d'un petit Sud-Coréen. Demain, on va pique-niquer. Il est inscrit à l'école, il fait ses devoirs sur son ordinateur et il est fier de montrer sa photo de classe. Où es-tu sur la photo? Je suis là. Min-chul est devenu un petit garçon enjoué et épanoui, mais les séquelles de l'épreuve qu'il vient de traverser sont toujours présentes. Quand il est arrivé ici, les 3 premiers jours, il était malade. Il avait beaucoup de fièvre. On est allé chez le médecin. Il avait vraiment mal. C'est à cause du voyage. Toutes ces heures de route en voiture, ça l'a rendu malade. Depuis, ça va mieux. Mais il refuse toujours de monter en voiture. Il est quand même encore stressé. C'est difficile pour lui à cause de la langue. Le sud-coréen est différent. Pour les réfugiés nord-coréens, la vie à Séoul est une nouvelle épreuve. Les cas de déprime et même de suicide ne sont pas rares. Des difficultés d'adaptation que le pasteur Chun Ki-won évoque volontiers. Quand les réfugiés s'installent en Corée du Sud, ils croient que tout est rose. Mais la réalité est différente. Ils pensent que leur vie était plus dure en Chine ou en Thaïlande. Mais c'est encore plus dur en Corée du Sud. Parce que le style de vie est très différent. Ils n'ont jamais vécu comme ça auparavant. Ils n'ont jamais étudié, ils n'ont pas de famille. Ils se retrouvent seuls. C'est très dur. Nous retrouvons Eun-hee. Elle vit seule dans un foyer chrétien.
Son but, s'adapter le plus vite possible à sa nouvelle vie. Plusieurs fois par semaine, elle se rend dans la chapelle du pasteur. Son rêve, devenir artiste. En Corée du Sud, on est libre d'écouter la musique occidentale. On est libre de faire ce qu'on veut. On décide de sa propre vie. Pour moi, c'est la musique. Je veux étudier. Ensuite, je veux gagner de l'argent. Et puis, je dois visiter la Corée du Sud. Il y a tellement de choses à voir. Mais 3 mois après son arrivée à Séoul, Eun-hee n'a pas encore trouvé de travail. Malgré toute sa bonne volonté, elle a du mal à s'intégrer. Mais il y a quelque chose qui me choque. La Corée du Sud, c'est un pays capitaliste. Il y a trop de différences entre les riches et les pauvres. Ça m'a déçue parce que moi, je suis pauvre. Aujourd'hui, 15 000 Coréens du Nord vivent à Séoul. Comme Eun-hee, ils ont eu la chance de passer à travers les mailles du filet. Ce n'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Souvenez-vous, lorsque le groupe était parti pour Pékin, ce jour-là, d'autres attendaient leur tour. Notamment ce couple avec son bébé. Leur départ était prévu quelques jours plus tard. Ils ne sont jamais partis. La police chinoise les aurait arrêtés. Nous retournons à Shenyang pour vérifier cette information. Le passeur nous ramène devant la porte de l'appartement. Il y a quelqu'un? Personne ne répond. L'appartement est vide. Devant la porte, des mégots de cigarettes. Voilà ce qui les aurait trahis. Il y a plein de mégots. Qui a fumé ces cigarettes? Il y en a un qui fumait. Le père du bébé, c'est lui qui fumait. Pour fumer ses cigarettes, il est sorti sur le palier. Il s'est fait repérer. La police est venue et les a tous arrêtés. C'est comme ça que ça s'est passé. À cause de ces quelques cigarettes fumées sur le palier, le couple a été renvoyé en Corée du Nord. Leur bébé aurait été placé dans une famille d'accueil. Quant aux parents, ils attendraient leur exécution.